Merci beaucoup de vous être inscrit à ce webinaire qui s'intéresse à la mise en place du télétravail. Donc on a tous cette expérience, on a tous connu cette expérience de vivre le télétravail subi et non choisi par rapport à la crise. Donc on se rend bien compte quand même qu'un grand nombre d'entreprises veulent perdurer dans cette organisation du travail, et donc on se disait c'est le bon moment quand même de repenser cette organisation et de vous proposer, on va dire, une démarche ou une approche pour que vous puissiez mettre ce télétravail au mieux dans votre entreprise. Donc, je me présente quand même. Donc, je suis Antoine Ising, je suis ergonome et responsable du pôle prévention à ST25. Alors, pendant 30 minutes, je vais vous présenter donc un rappel bref du contexte et du cadre légal du télétravail. On ne peut pas y louper. Ensuite, on vous présentera un recensement de toutes les opportunités et des facteurs de risque du télétravail, recensés dans le cadre de la crise, mais en dehors aussi de la crise, en partir des publications. Ensuite, donc, on vous parlera de cette fameuse démarche, de cette approche pour la mise en place du télétravail. Et si on a du temps, vous verrez, on a mis une liste non exhaustive de pistes de prévention pour cette mise en place. Et je vois qu'il y a déjà des commentaires, il faut que j'en parle. Et du coup, on vous présentera pas tout, mais tout est disponible dans le diaporama, qui sera encore une fois disponible sur nos sites internet respectifs de chaque service de santé au travail. Et ensuite, on prendra un temps. On dépassera l'heure officielle de 11h, 11h30 pour répondre à vos questions. Je vois qu'il y a déjà des remarques. Donc, j'ai ma collègue Sophie Henry qui note bien vos remarques. Elle me les fera passer ensuite pour que je puisse réagir et éventuellement répondre à vos questions. Du coup, on va démarrer. Le rappel très bref du contexte et du cadre légal. Il faut quand même noter qu'il y a un contexte favorable à ce développement du télétravail. Il y a une forte demande sociétale, que ce soit en termes de conciliation vie professionnelle, vie personnelle, et puis tout un aspect en lien avec la réduction des temps de déplacement. Voilà, c'est quand même la principale demande. Vraiment, quand on pose la question de pourquoi vous voulez du télétravail, c'est quand même ça qui revient en premier. Il y a aussi quelque chose de plus global qui est la préoccupation écologique, toujours en lien avec ces déplacements. Et puis, il y a quand même quelque chose qui a permis de vraiment de développer depuis les années 90, c'est quand même le développement des technologies de l'information et de la communication. Sans ça, on verra tout au long de cette présentation que ces TICs, on appellera les TICs aujourd'hui, sont au cœur du télétravail. Et bien évidemment, le facteur récent, le catalyseur de tout ça, c'est la crise Covid, qui nous a quelque part montré que c'était possible. Alors, est-ce que ça serait une simple parenthèse ou une accentuation durable? C'est la question qu'on se pose. Du coup, la base, c'est quand même de revenir à la définition du code du travail dans le code du travail, pardon. Donc, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux, de façon volontaire et en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Donc, ce qui est intéressant, c'est de lire entre les lignes, c'est de mettre du sens à cette définition. Toute forme d'organisation du travail, ça veut dire que le télétravail est simplement une forme d'organisation du travail. Après, on peut en débattre un peu. Et aussi, ce n'est pas une forme unique. Le télétravail de l'entreprise A, ce ne sera pas forcément la même forme, la même quantité, etc., que le télétravail de l'entreprise B. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que, par exemple, l'intervention d'un technicien chez un client ne relève pas du télétravail. Et oui, parce que l'activité, c'était bien en dehors des locaux. Et quand on dit hors de ces locaux, le télétravail n'est pas forcément synonyme de travail à domicile. On voit qu'il y a un développement très important, par exemple, des espaces de coworking. Et puis, on peut penser aussi à toutes les personnes qui sont très mobiles et qui peuvent éventuellement travailler dans les avions, les trains, etc. C'est de façon volontaire. Ça, je vais insister un poil dessus, car dans l'accord national interprofessionnel qui a été signé en novembre 2020, il est bien reprécisé que c'est organisé autour d'un double volontariat. La volonté de l'employeur et la volonté des salariés. À partir du moment où une des deux parties est plus ou moins d'accord, il n'y a pas forcément obligation de mettre du télétravail. Il y aura aussi un aspect de réversibilité et puis évidemment une période d'adaptation. Tout ça, ces points-là sont repris en détail dans l'accord national interentreprise.
Et quand même, pour un peu élever la question, en utilisant les technologies de l'information et de la communication, on voit bien que les TIC sont au cœur de cette organisation du travail. Donc, moi, je me pose une question bête et méchante, c'est par exemple une couturière, on lui donne une machine à coudre à la maison, c'est du travail à domicile, mais est-ce que ça relève du télétravail au sens de la définition du télétravail? Bon, je ne saurais pas répondre là, mais c'est quand même intéressant de voir que dans la définition, il parle vraiment des TICs, de ces fameux TICs. Dans le cadre légal du travail, il faut savoir qu'il y a quand même que 3 articles. Il y a du Code du travail qui mentionne le télétravail et tout ensuite est repris par un accord national interprofessionnel. Il est bien dit qu'il faut déjà réfléchir à éventuellement un accord avec négociation des représentants du personnel et du CSE. En l'absence d'un accord collectif, il faudra une charte employeur avec un avis du CSE. Et en l'absence de cette charte, ça peut tout à fait être mis en place par un accord entre salariés et employeurs de gré à gré. Pour l'anecdote, c'est plus forcément utile d'avoir un avenant au contrat. Ça peut être une formalisation par tout moyen, mais il est quand même fortement recommandé que ça soit une recommandation par écrit. Et pour terminer avec ce cadre légal, certaines précisions du dernier ANI où finalement, dans l'accord et la charte, il y a un minimum syndical quand même à prévoir, à savoir les conditions de passage en télétravail, les modalités d'acceptation par le salarié, les modalités de contrôle et de régulation du télétravail, la détermination de plage horaire et les modalités d'accès des travailleurs handicapés. Petite précision supplémentaire, parce que beaucoup de questions se posent en entreprise par rapport à ça, sur la question des frais engagés par les télétravailleurs à domicile. Donc je vais lire, je vais faire simple, l'article 3.1.5. Le principe selon lequel les frais engagés par un salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail doivent être supportés par l'employeur s'applique à l'ensemble des situations de travail. Donc entre les lignes, aussi le télétravail. À ce titre, il appartient ainsi à l'entreprise de prendre en charge les dépenses qui sont engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle, très important, après validation de l'employeur. Donc tout ça, typiquement, ça se négocie, ça se définit au sein de l'accord et de la charte. Maintenant, je vais passer à une partie qui questionne davantage la santé au travail, la partie des opportunités et des facteurs de risque. Comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on a recensé dans le cadre de la crise, mais aussi dans diverses publications. Déjà, à l'échelle, des salariés. Clairement, ça rejoint le contexte de tout à l'heure. Le premier intérêt qui ressort, c'est une meilleure conciliation vie professionnelle, vie personnelle. S'il y avait à le reformuler, ce serait l'harmonisation des rythmes de travail avec les autres rythmes de la vie. En termes d'intérêt, ça peut être aussi favoriser, donner une plus grande autonomie. Sur certains métiers, sur certaines personnes, on sait que donner de l'autonomie, c'est un facteur de reconnaissance, c'est un facteur de soin, des risques psychosociaux. Il peut bien évidemment aussi apporter une meilleure concentration. Je pense typiquement, un exemple très simple, si je travaille en open space, où j'ai du bruit, je suis souvent interrompu, typiquement si j'ai la capacité d'avoir dans ma semaine du télétravail, pour que des tâches qui me demandent de la précision, de la concentration, ça va être un plus. Ensuite, il y a tout ce qui est en lien avec les trajets. Ces trajets très importants, ces histoires de trajets. Donc en termes de diminution de la fatigue, en termes de diminution des coûts. Et puis, ça amène quand même aussi un vrai côté positif en termes d'accès à un emploi éloigné. Combien de personnes maintenant sont capables de nous dire, moi en fait, j'habite à Besançon, mais je suis en capacité maintenant de postuler à une offre d'emploi à Dijon ou même, pourquoi pas à Bordeaux, parce qu'il y a du télétravail qui me permettrait ça. Et puis évidemment, toujours dans les histoires de trajet et de mobilité, une personne qui avait peu ou pas de mobilité avant, va pouvoir peut-être avoir un accès plus facile à un emploi. Ça renvoie directement au maintien dans l'emploi. Très important. À l'échelle des entreprises et des territoires. Donc a priori, il n'y a pas de rapport en termes de santé au travail, mais j'aurai l'occasion peut-être de vous le préciser plus tard. Clairement, pour les entreprises, ça va apporter une image innovante de l'entreprise. Ça va donner de la flexibilité, peut-être de l'attractivité par une organisation du travail plus moderne et plus flexible. Ça va peut-être donner plus de souplesse pour le maintien dans l'emploi. On en revient à une histoire de mobilité. On sait aussi que ça a été démontré que ça joue sur la réduction de l'absentéisme. Ça joue aussi sur la lutte contre la désertification des territoires.
Ça, c'est très important, donc à l'échelle des territoires. Typiquement, le meilleur exemple pour illustrer ça, le plus simple, c'est par exemple la télémédecine, de pouvoir avoir accès à un médecin pour, voilà, pour être soigné, pour être traité, quand on habite très loin, dans une zone rurale, par exemple. Aspect très important aussi, et ça, on voit qu'il y a une réelle tendance qui se crée en entreprise, c'est, tout ce qui est en lien avec les économies sur les locaux et les frais de fonctionnement. Typiquement, une entreprise avant pour se développer, je sais pas si elle passait de 30, de 50 à 100, ben voilà, fallait une extension de bâtiment, par exemple. Fallait déménager, et cetera. Ça jouait sur l'espace de travail, sur le bâtiment. Là, le télétravail, quelque part, offre d'autres opportunités. Typiquement, apparemment, en région parisienne, là, il y a des grandes agences d'assurance qui sont en train de réduire le nombre d'agences présentielles pour favoriser le télétravail, une offre de service à distance. Après, je vais revenir un peu avec ma casquette d'ergonomie. Est-ce que ça va pas toucher le contenu et le sens? Et j'aurai l'occasion de développer ça après. Évidemment, on retrouve aussi le côté environnemental en termes d'intérêt. Maintenant, on va passer aussi aux effets négatifs et les risques recensés liés au travail. Encore une fois, il y a l'effet crise et puis il y a aussi ce qui se dit en termes de publication de recherche. Alors là, typiquement, on est dans le fameux paradoxe du télétravail. De la diapo précédente, je parle de meilleure conciliation vie privée, vie perso. Et en fait, ça dépend de les conditions de réalisation du télétravail. On voit bien que ça peut effacer complètement les frontières spatiales et temporelles entre le domicile et la maison. On sait bien aussi qu'il peut y avoir une augmentation du temps de travail, de la charge de travail. Et donc, on est dans un paradoxe, quoi. C'est une amélioration d'un côté, et puis en fait, il y a quand même un facteur de risque de l'autre côté. Très important, j'aurais peut-être l'occasion de bien insister dessus, c'est la question du travail isolé et de l'affaiblissement des collectifs. À partir du moment où on augmente la distance entre les salariés, entre les managers et son équipe, ça va forcément jouer sur le collectif de travail, sur le travail collaboratif, et puis même une question un peu plus large, c'est finalement, c'est quoi appartenir à une entreprise, quoi. Question majeure à mes yeux. Évidemment, on va parler aussi d'environnement non propice au télétravail. On n'est pas tous égaux par rapport à ça, en fonction de notre logement, notre habitation. Est-ce que je vais pas être aussi finalement en coactivité, par exemple, avec mon conjoint ou avec mes enfants? Ça, on l'a bien vu pendant la crise, mais maintenant qu'on va avoir du télétravail choisi, se pose la question. Et puis après, évidemment, poste de travail inadapté. Est-ce qu'on a le fameux siège, le bureau? Est-ce qu'on a le bon matériel? Est-ce que je vais travailler sur un ordinateur portable pendant 8 tous les jours et in fine, je vais peut-être avoir des TMS, voilà. Et le dernier point, en tout cas là-dessus, très important encore une fois pour moi, c'est le fameux virage technologique, quoi. Les TICs et la difficulté face à la maîtrise des outils. En fonction de notre niveau de formation, en fonction aussi de nos métiers, et cetera, et on va avoir plus ou moins d'effets négatifs par rapport à ça. On peut passer tout à fait d'une situation d'expert où je connais très bien mon métier, je suis très à l'aise et finalement on me demande d'utiliser des outils technologiques, informatiques dans tous les sens et finalement je suis moins à l'aise et je suis moins en capacité de bien travailler. Très important à mes yeux. Petite précision, mais qui est quand même importante, les effets négatifs du télétravail recensés ici sont d'autant plus ressentis que le nombre de jours de télétravail est élevé. Finalement, si on pouvait simplifier, c'était de dire le poison, c'est pas le télétravail, c'est la dose, quoi. C'est cette quantité, cette fréquence d'utilisation, cette fréquence d'exposition à tout ça. Et dernier effet négatif, là pour le coup, pour les personnes qui alternent beaucoup entre présentiel et télétravail, on sait que ça rajoute une charge cognitive supplémentaire, une charge mentale supplémentaire de se dire attendez, demain je suis où? Est-ce qu'il faut que je prépare tous mes dossiers? Est-ce que j'ai suffisamment j'ai copié les données, etc., pour que je puisse bien travailler depuis chez moi demain, quoi. Ça, c'est un petit plus, il faut aussi le prévoir. Donc voilà pour les opportunités et les effets négatifs. Maintenant, je vais vous parler de cette fameuse démarche, et même plus qu'une démarche, c'est une approche pour réussir la mise en place du télétravail. En termes de santé travail aussi. Donc d'abord, pour moi, la première des choses, c'est de penser mise en place du télétravail comme tout changement organisationnel. Ni plus ni moins.
Et on sait que lorsqu'il y a un changement organisationnel majeur, une mutation même du travail, il peut y avoir des facteurs de risque liés à ce changement organisationnel. Alors clairement, la phrase qui dit non mais de toute façon on n'aime pas le changement, en fait pour moi c'est pas ça le problème quoi. C'est en quoi le changement va changer la finalité de mon travail, en quoi ça va changer le fait que je peux bien travailler, est-ce que je m'y retrouve dans mon travail, est-ce que j'ai du sens dans mon travail. Déjà, c'est la première chose. Et puis, bien évidemment, bah, c'est un processus quoi, de changement organisationnel. Est-ce que j'ai été associé à ça? Est-ce que j'ai pu donner mon avis? Est-ce qu'on m'a demandé si ça allait avoir un impact sur mon travail, sur ma santé? Donc, il faut retenir, comme tout changement organisationnel, il faut faire attention à la finalité, à son processus, à sa conduite. Je peux faire le plus beau poste ergonomique au monde, si j'ai associé personne, le matin, vous arrivez à votre bureau, vous n'allez pas l'apprécier, quoi. C'est relativement humain. Donc, à partir de là, ça va jouer en 3 étapes. Ben, la première, hein, ça paraît bête, mais j'ai vraiment voulu vous le mettre et insister là-dessus. C'est définir les objectifs de la mise en place du télétravail. Pourquoi mettre du télétravail et dans quel but? Je m'explique. Je constate que la mise en place du télétravail, c'est un peu comme la mise en place d'un exosquelette en entreprise. J'ai vu le voisin, ça a l'air sympa. Quand on a un, ben moi j'en veux un aussi. Eh ben non, en fait, je vais y revenir au télétravail. Il faut que ce soit une réponse en fait à un problème, à une problématique ou à une démarche d'amélioration. Il faut absolument pas que ce soit un objectif en soi. Si c'est un objectif en soi, on se plante dès le début, quoi. Donc, j'insiste, ça doit pas être un objectif en soi, ça doit être seulement un moyen, un mode d'organisation permettant d'atteindre un objectif. Après, il faut se poser la question, est-ce que c'est la seule réponse aussi? Est-ce que c'est vraiment la réponse adaptée? Typiquement, je sais pas, j'ai des risques psychosociaux dans mon entreprise. Est-ce que ça va être le télétravail, la réponse? Alors peut-être que ça en va être une. Est-ce que ça va être la seule? Bref, on met peut-être beaucoup d'attention, ouais, on attend beaucoup du télétravail, j'ai l'impression. Alors, quel que soit l'objectif visé initialement, c'est pareil, que ça soit on va dire un objectif de QVT, écologique ou économique, hein, on a vu à l'échelle de l'entreprise pourquoi on veut mettre en place du télétravail, il faut absolument conserver une approche axée sur le travail. Si ce n'est pas adapté à l'activité, ça ne sera pas adapté à votre entreprise, ça ne sera pas adapté en termes de performance et surtout, à mes yeux, performance et santé travail. Donc, il y aura 3 enjeux à répondre favorablement dans le cadre de ce changement organisationnel. Première chose, prendre soin du travail, en termes de qualité de travail, en termes de sens au travail. Il ne faut pas que le télétravail soit une contrainte supplémentaire. Ensuite, un gros enjeu en termes de collectif et de coopération. Très, très, très important. Et voir la chose aussi à long terme. Est-ce que le collectif, il peut y avoir des effets à court terme, à moyen terme, à long terme. Et puis, bien évidemment, si on reprend un petit peu tous nos risques, nos facteurs de risque connus, ça va être sur la régulation de la charge de travail, l'équilibre en fait entre ce que je peux faire et ce que je dois faire, etc., entre les moyens, les ressources et les exigences. Donc, à partir de tout ça, vous devez, en deuxième étape, construire votre démarche. Et finalement, je vous invite à prendre la chose comme une simple, bon, ça reste compliqué, démarche d'amélioration continue. Que ça soit pour des travaux, pour un changement organisationnel ou pour le télétravail, vous devez réfléchir à la situation actuelle en termes de contraintes à améliorer, de problématiques à résoudre. Et vous devez anticiper la situation future de travail et prévoir en fait les contraintes à anticiper. Puis, focus aussi sur les ressources à préserver. À partir du moment où on a des changements organisationnels, on peut plus vite qu'on le croit perdre des ressources, perdre des choses qui vont bien. Et c'est les choses qui vont bien, si c'est pas formalisé, si on les a pas clairement spécifiées, les rendus visibles en fait, il y a un risque fort de les perdre.
Donc, à partir de ça, il faut partir d'une phase où on comprend le travail à partir d'enquêtes, d'entretiens, d'analyses. On va aussi capitaliser sur notre expérience du télétravail pendant la crise, etc., etc. C'est typiquement dans cette phase-là où vous devez vous poser la question de quelles sont les activités, quelles sont les missions qui peuvent être télétravaillables ou non télétravaillables. Et encore une fois, en termes de qualité de travail, de performance et de finalité. Une fois que vous avez fait ce bilan-là, qui est très important, on vous conseille, comme toute démarche finalement un peu ergonomique ou d'amélioration continue, essayez d'anticiper. Il faut vous projeter, il faut faire des pronostics d'activité, il faut imaginer les situations futures. Sur papier, sur plan, sur organisationnel, comme vous voulez, essayez de simuler un peu ce qui va se passer pour anticiper les contraintes. Anticiper les circonstances d'utilisation, ça sera plus facile de traduire ces exigences en critères d'aménagement, que ce soit en termes de communication, de management et d'outils informatiques. Donc, typiquement, ça sera des groupes de travail, ça sera suivre les grandes recommandations, etc., etc. Une fois que vous avez défini vos objectifs, défini votre nouvelle organisation avec cette démarche, cette phase de compréhension et cette phase de projection, on vous recommande à ce moment-là d'expérimenter. Alors, on va me dire, il est bien gentil l'ergonome, mais on a déjà expérimenté par rapport à la crise. Eh ben non, pas à mon sens. On a expérimenté du télétravail subi. On a expérimenté du télétravail vraiment dans des circonstances exceptionnelles. Là, on vient d'organiser, on vient de concevoir une nouvelle situation de travail. Donc, c'est à partir de là qu'il faut expérimenter. Après expérimentation, vous devez réévaluer et réajuster si besoin. Et à ce moment-là, nous, on vous recommande de formaliser par la signature d'un accord ou d'une charte. C'est à ce moment-là où on va le pérenniser, on va le graver dans le marbre, finalement. Alors, quand même, pour info, il y a des entreprises de plus en plus qui souhaitent, malgré tout, formaliser par une charte ou un accord transitoire. Parce que dans ces phases d'expérimentation, il y a des flous, donc ça peut être source de tension, etc. Donc, vous pouvez faire une charte transitoire, mais in fine, c'est pour arriver à une charte définitive. Ça sera le bon moment aussi pour mettre à jour votre document unique d'évaluation des risques. Et oui, on vient de changer la situation de travail. Donc, si on a changé la situation de travail, on a forcément changé les risques professionnels. Et donc, vous pouvez vous baser sur votre document unique pour évaluer tout ça. Parce qu'encore une fois, l'approche qu'on vous donne, c'est une approche centrée sur le travail. C'est pas une approche centrée sur les risques professionnels. On veut du bon travail pour que finalement ça soit adapté en termes de santé au travail derrière. Bref. Et à la fin, on vous recommande de suivre tout ça, de suivre régulièrement les télétravailleurs par finalement le groupe que vous avez défini initialement en fonction de la taille de votre entreprise. Vous soyez 3, 5, 10, 15 ou 300, évidemment, ce sera pas le même comité de pilotage, ce sera pas le même groupe de travail, etc. Donc, on recommande évidemment un groupe de suivi paritaire, c'est quand même, voilà, c'est important, et voilà. Combien de temps il me reste, chers collègues? 7 minutes. Ok. Alors, je vous avais dit que les conseils de prévention, j'allais pas avoir le temps de toute façon de vous présenter tout dans le détail. Il faut retenir 2 choses. La première, c'est que cette présentation sera disponible sur notre site internet. Donc, vous retrouverez un peu les pistes. Et c'est pareil, ce ne sont que des pistes. Là, en webinaire, on ne sait pas si on s'adresse à une entreprise de 3, de 5, de 10, de 300. Je vais quand même prendre le temps peut-être d'appuyer sur 2, 3 choses majeures à mes yeux. Mais ce qu'il faut retenir quand même aujourd'hui, c'est que les services de santé au travail sont là pour vous conseiller, vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à solliciter votre médecin du travail, votre service de santé au travail pour avoir des conseils individualisés, spécialisés en fonction de votre entreprise. Vraiment, à partir du moment où on parle de changement organisationnel, à partir du moment où on parle d'organisation du travail, on va parler santé-travail et donc on a notre place pour vous accompagner dessus. Du coup, quand même, très rapidement, vous verrez, les pistes sont classées un peu par catégorie. Donc, on retrouve évidemment tout l'aspect matériel et technologie de l'information et des communications, s'assurer d'outils de qualité, l'accès à distance, informer sur les procédures d'utilisation, s'assurer de la maîtrise par le télétravailleur de ces outils.
Pour moi, il y a un vrai virage technologique. On voit statistiquement que ceux qui s'en sortent le mieux, ceux qui acceptent, c'est des cadres entre 25 et 35 ans parce qu'ils sont à l'aise avec les outils technologiques. Il y a un vrai enjeu ici. Il va y avoir aussi un enjeu par rapport au support informatique. Le support informatique du monde d'avant, ça sera pas le même que le monde d'après, de pouvoir être en soutien, en appui avec les télétravailleurs à distance. Je passe. Il y aura éventuellement tout un volet environnement de travail. Pareil, je vais passer très rapidement, mais il faut savoir qu'il y a eu un webinaire dans le cadre des rencontres santé-travail l'année dernière par des collègues de la région qui ont fait sur cette thématique spécifique, la place, l'agencement du télétravail à la maison. Et puis, vous pouvez vous référer bien évidemment aux plaquettes travail sur écran des différents services de santé au travail. En termes d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, voilà, on retrouve sensibiliser sur les risques de débordement du travail, sur les modalités du droit à la déconnexion. Alors moi, je vais pas insister là-dessus parce qu'on en parle beaucoup, c'est pas ça se connaît. Moi, par exemple, j'aurais envie d'insister sur les bonnes pratiques de l'utilisation de la messagerie. Des fois, il y a des entreprises à feu et à sang parce qu'il y a une très mauvaise gestion des mails, de tout ce qui est communication écrite. À partir du moment où on augmente la distance, on va favoriser la communication écrite et il va falloir réguler, il va falloir vraiment bien gérer tout ça. Très important à mes yeux. Préfinir les créneaux horaires, détecter le plus tôt possible toute augmentation, etc. Donc, si on fait le lien avec la régulation de la charge de travail, faire des points réguliers, adaptation des objectifs au travail réel, évidemment, mais tout ça, c'est tellement, voilà. Clarification du qui fait quoi, pareil, nous, on a fait des études complètes sur le qui fait quoi, qui est source de facteurs organisationnels et risques psychosociaux, mais imaginez à distance, quand il y a une moitié télétravail, moitié présentiel, ça en rajoute, quoi. Il faut le prévoir, il faut l'organiser. Inciter les salariés à mettre à jour leur agenda partagé, vigilance quant au surcontrôle de l'activité. On va en parler juste un petit peu après. Communiquer sur les attentes, effectuer des ajustements, etc. L'autonomie des salariés. Tout à l'heure, j'ai expliqué que c'était un facteur de soin et accorder de l'autonomie, c'est accorder de la confiance et ça peut être très apprécié, très appréciable pour beaucoup de personnes. Après, ça dépend jusqu'où on met le curseur. Mais du télétravail, il faut quand même que ça soit cadré et de pas donner trop d'autonomie. Ça se gère. Et tout à l'heure, quand j'ai parlé qu'on pouvait passer d'une situation d'expertise à une situation un peu novice, typiquement, ça se manage l'autonomie. Et justement, je vais faire un lien avec l'animation de l'équipe et le changement de posture managériale. Clairement, il faut avoir une pensée émue à tous nos managers, tous nos amis managers. On change de paradigme. Avoir des collègues à 3 mètres où on va pouvoir être en soutien, répondre, on va pouvoir vraiment travailler en collaboration et de proximité. Le travail à distance, ça rabat toutes les cartes, vraiment. Et on n'est pas tous armés et formés à ça. Si on peut dire qu'un manager est bon, on peut avoir un très bon manager en présentiel et qui soit en difficulté à distance. Ça rabat vraiment les cartes. Et un peu pour le fantasme du manager qui contrôlerait, etc., clairement, faut changer complètement de paradigme, de dire être un bon manager maintenant, ça sera peut-être de donner les conditions pour donner de l'autonomie aux membres de l'équipe, quoi. Évidemment, chose très importante, c'est d'instaurer un climat de confiance. Alors une fois qu'on a dit ça, on a un peu tout dit, mais déjà, faut juste rappeler que si on est d'accord sur le concept du télétravail, ça veut dire qu'on est d'accord sur le concept que le télétravail, c'est du travail. Point barre, quoi. On n'est pas en train de nous offrir des congés supplémentaires. C'est du télétravail. Il y a du travail. S'il y a des personnes qui sont amenées à pas travailler à la maison, c'est qu'en fait, c'est peut-être qu'il y a un problème de régulation de charges. Mais après, quand même, malgré tout, il y a quand même un volet climat de confiance. Et là, il faut réguler la charge de travail, il faut donner la connaissance du travail et des contraintes des uns des autres. Il faut partager des règles, co-construire des règles de fonctionnement en équipe et il faut ensuite les faire respecter parce que vous allez vite avoir des problèmes de sentiment d'équité, d'égalité. Vous allez voir, ça va. Clairement, les discussions autour du télétravail, c'est quand même très passionné, très, très, très passionné. Voilà. On a quand même, c'est un changement d'organisation, mais qui a un petit goût de droit supplémentaire au travail.
Être vigilant à pouvoir participer aux décisions. Un télétravailleur, faut qu'il puisse autant participer qu'à quelqu'un éloigné. On a quand même beaucoup plus de facilité à se dire, tiens, je viens de te croiser là, je pense à ci, je pense à ça, puis en fait, nos collègues qui sont pas là ce jour J, ben on va un peu peut-être les oublier facilement, naturellement. Bref, passons, mais très important, ce climat de confiance. Petite pensée, je viens de dépasser le temps, donc je vais me dépêcher. Petit focus sur l'isolement et sur le collectif, c'est très 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 important. Clairement, ça va poser la question de c'est quoi appartenir à l'entreprise, quoi. Vraiment. Mais bon, on recommande de privilégier les réunions d'équipe en présentiel, de conserver un lien régulier à distance, etc., etc. S'appuyer sur le manager. Je voulais juste faire un petit focus supplémentaire sur la question de la violence externe. Peut-être qu'on peut éventuellement minimiser. Si vous faites le choix, par exemple, d'avoir un SAV en télétravail à distance, si on a une communication un peu délicate, il est relativement facile quand même de débriefer avec son collègue qui est en face de nous, à côté de nous, se débriefer avec le manager, etc. Quid du télétravail? Ça, ça se prévoit, ça s'organise. Il faut le prendre en compte. Et je vais conclure pour ensuite passer à une phase pour répondre à vos questions. J'espère que vous avez compris que le télétravail ne s'improvise pas, qu'il s'inscrit dans une réflexion collective axée sur le travail. J'insiste lourdement là-dessus. Je me répète, si ce n'est pas adapté à l'activité de travail, ça ne sera pas adapté à la santé au travail. Ça se construit, ça s'accompagne, ça s'ajuste, ça se formalise. C'est basé sur le volontariat et ça nécessite la confiance réciproque. Petit rappel quand même, pour vous donner la limite de ce webinaire, je suis bien d'accord, c'est une introduction. Maintenant, appuyez-vous sur vos services de santé au travail. N'hésitez pas à les contacter, le médecin, les préventeurs, les ergonomes, les psychologues du travail, etc., pour vous accompagner, vous donner des conseils individualisés, que ce soit en termes d'information, de sensibilisation, d'accompagnement à une démarche, etc., etc. Voilà, donc j'ai terminé pour cette présentation. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le chat et on va essayer de soit commenter, soit de répondre à vos questions. Alors, petite question. On est préparé. Alors moi, c'est le contraire. Ma direction ne souhaite plus de télétravail. Je souhaite des clés pour convaincre ma direction. Ah, eh ben, ça dépend, ça dépasse. Ça dépend, ça dépasse. Pourquoi vous voulez conserver du télétravail? Pourquoi vous voulez conserver du télétravail? Si vous souhaitez conserver du télétravail parce que vous avez des conditions de réalisation en présentiel qui sont délicates, type du bruit, type beaucoup d'interruptions de tâches, etc., c'est quand même facile à expliquer que il va y avoir un aspect positif sur la performance. Après, si c'est sur une question de conciliation vie privée, vie perso, ben pour le coup, c'est un vrai objectif QVT, c'est quelque chose de global. Il faut faire la démonstration qu'on peut avoir du télétravail qui répond à cet objectif-là, mais qui ne dégrade pas le contenu du travail. Et in fine, en fait, ça va jouer sur des salariés en bonne santé et in fine sur la performance globale de l'entreprise. Encore une fois, ça c'est du cas par cas, quoi, vraiment. Voilà. J'espère avoir répondu. Je suis arrivé en retard, mais pourrons-nous disposer du support? Évidemment, nous le mettrons. Nous le diffuserons sur tous les sites respectifs des services de santé au travail de la région. Si vous ne l'avez pas sur les autres, vous venez sur le site d'ST25. En blague pour mes collègues. Du coup, alors, je sais pas où on en est. Je suis arrivé en retard. Le webinaire sera disponible en replay. Oui, il sera disponible en replay. C'est très vaste mais intéressant. Merci. Du coup, il faut que ça soit formalisé par écrit. Oui. Oui. Alors, soit, encore une fois, ça dépend de l'échelle de votre entreprise, soit par un accord avec négociation avec les représentants du personnel, tout ça, soit par une charte, soit ça peut être, pour une toute petite entreprise, ça peut être un accord de gré à gré, salarié et employeur. En sachant que s'il n'y a plus d'obligation, que ça passe par un avenant du contrat de travail.
Après, vraiment, pour toutes les questions un peu juridiques, je vous invite à aller sur la foire à questions du ministère du Travail, et puis éventuellement aussi des différents pôles juridiques des services santé au travail. Bref, si on a. Alors, du coup, demande des cadres d'entreprise de 150 salariés. Je pense que c'est ça rejoint la première question. Eh bien, on sait que les cadres, il y a quand même, il a été démontré dans diverses publications qu'il y a des métiers, il y a des statuts où c'est plus ou moins facile d'avoir du télétravail. Ben voilà, ça, les cadres, oui, ça ressort parce qu'ils ont de l'autonomie, parce que eux, ils peuvent avoir plus d'autonomie, c'est plus facile. Finalement, je réponds pas. Je suis conscient que je réponds pas. Alors, il y a un message non lu. Chef de projet et bureau d'études. Eh ben, encore une fois, ça dépend, ça dépasse, quoi. Pourquoi? À quoi ça servirait? Quel serait l'intérêt en termes de santé au travail et de qualité de travail pour l'obtenir? Et puis, quels sont les arguments en face de l'employeur pour dire, mais attention, moi, j'en veux pas parce que peut-être que ça peut dégrader aussi le contenu de mon travail. Franchement, c'est vraiment du cas par cas. Parce que typiquement, je me dis chef de projet, c'est peut-être des managers de proximité, on veut garder la proximité, et finalement, de faire en sorte que, si je sais pas, si je veux garder un peu mon image de management d'avant, bah, je veux de la proximité géographique. Argument d'inégalité avec la production. Ah! Ouais. Ouais. Alors, oui, très, très bonne, remarque. Quand j'ai dit tout à l'heure que les débats vont être passionnés, et bah, typiquement, le sentiment d'inéquité, la perception d'inéquité, d'inégalité, elle va être plus, dans une entreprise. Vraiment. Ça va dépendre de deux choses. Ça va encore une fois dépendre de deux choses à mon sens. C'est soit vous conservez une approche axée uniquement sur le travail, et à partir du moment où c'est une approche seulement si on part sur une approche uniquement centrée sur le travail, vous avez démontré que certains métiers, certains services vont pouvoir réaliser du télétravail et d'autres, ce n'est pas possible. Voilà. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on regarde le télétravail comme un nouveau droit, parce que c'est la perception quand même, c'est offrir un nouveau droit. Oui, je peux comprendre qu'il y a cette peur en fait de créer ça et de ouais, encore une fois, cas par cas. Il faudrait vraiment discuter en un contre un là. Alors, problème de recrutement car télétravail pour cadre est demandé. Oui, donc c'est un réel intérêt en termes d'attractivité d'emploi et les managers souhaitent garder le visuel des salariés, problème de confiance. Ah! OK. Eh ben, ça renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure, le changement de paradigme de c'est quoi un manager, quoi? Et c'est quoi la confiance? Moi, je pense que c'est toutes ces questions-là, s'il y a un vrai débat de fond, si c'est vraiment bien discuté collectivement, ça peut se solutionner. Parce qu'il y aura d'autres moyens, pour garder, une confiance et pour réguler la charge de travail, puis être certain qu'en fait le travail il soit fait à la fin, que de simplement de voir en fait le bureau qui est ouvert. Typiquement, je demande à tout le monde de laisser les portes ouvertes pour être sûr qu'il est pas sur Candy Crush, quoi. Hem, hem, ouais, il y a un gros changement de paradigme. Il y a un gros changement de paradigme. Mais le problème, peut-être que les managers, ils se sentent en alors grosse hypothèse, grosse hypothèse, mais ils se sentent peut-être en danger sur c'est quoi leur travail de manager. Ça questionne tout leur travail, hein. Ça questionne, ça questionne tout pour eux. Et ils sont peut-être encore une fois, cas par cas, mais très intéressant, très intéressant. Ouais, tout alors je relis, je me permets de lire, pour tout le monde, pour se montrer où j'en suis. Problème ancienne école, car manager jeune favorable. OK. Tout à fait, manager se sent en danger. Bon, bah,
merci. C'est à peu près dans le sens que je disais. Est-ce que j'ai répondu? Mais ça s'accompagne. Ça s'accompagne. Il faut une volonté de direction, évidemment. Ça s'accompagne, ça se co-construit. Et il faut en fait réfléchir aux ressources à prévoir, aux nouvelles ressources organisationnelles, en termes de formation, en termes d'outils, en termes de plein de choses. Après, j'en conviens, si c'est trop compliqué, si à la fin on n'y arrive pas, si ça a un réel impact sur le contenu, ben on n'y va pas. Mais par contre, de dire non d'ores et déjà sans avoir toute une démarche de réflexion, ben ça peut créer certaines frustrations. J'espère sincèrement répondre. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Déjà, est-ce qu'il y a encore des participants? Oui, il y en a encore 17. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? S'il n'y en a pas, je vous laisse tranquille. Mais je suis motivé là. Si je peux rester encore un peu. Merci. Ok. Alors, si vous n'avez pas de questions tout de suite, pour moi-même, ben, je vous invite à peut-être revoir le replay, revoir la présentation. Et encore une fois, rapprochez-vous de votre service de santé au travail si vous avez besoin de conseils. Le médecin, ensuite peut-être des intervenants qui peut proposer des démarches pour vous accompagner, vous conseiller. Vraiment. Du coup, je laisse encore 1 minute. Si dans 1 minute, j'ai pas de questions, je vous laisse tranquille. On a perdu quelqu'un déjà. Bon. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Je vous remercie. Ah, quelqu'un écrit. Merci beaucoup. Merci. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne continuation dans votre mise en place du télétravail et à bientôt peut-être. Au revoir. Merci à tous.